Alors, il y a un élément, un élève étranger qui n'est pas francophone, il est dans une situation d'insécurité. Comment on peut essayer de compenser cette insécurité? C'est les rituels. Un rituel, ça rassure. Un rituel, ça permet de sécuriser quelqu'un qui, linguistiquement, ne se sent en position d'infériorité. Alors, généralement, on peut envisager, par exemple, un rituel introductif ou un rituel conclusif. Voilà. C'est ce qu'on fait avec les petits quand on leur apprend les langues vivantes à l'école élémentaire, quand on commence par la date, quand on commence par les couleurs, voyez, ou bien qu'on leur met des petites vignettes au tableau, what's missing, quel est l'objet qui manque, comment tu te sens aujourd'hui, etc. Les rituels, ça permet de sécuriser un élève. Un rituel qui est officialisé, un rituel qui est exprimé, ce n'est pas un rituel inconscient. Alors ça peut être 4 mots nouveaux, ça peut être un petit point de grammaire, ça peut être un petit point de méthodologie, quelque chose. Mais quelque chose qui s'appelle rituel, ensemble, vous voyez, un élément, vous lui donnez le nom que vous voulez, qui se trouve soit au début, soit vous le mettez au milieu parce que vous estimez que ça constitue un temps de repos, soit vous le mettez à la fin. Il n'y a rien de fixé de manière canonique, mais un rituel, ça sécurise ses élèves. Ça sécurise ses élèves. Alors, autre point qui est important, Madame en parlait, notre collègue en parlait tout à l'heure, c'est, on va parler un petit peu de l'écriture. Vous avez des élèves qui sont issus, comme vous le savez, d'une autre ère linguistique, et cette ère linguistique, elle est parfois associée à un autre système graphique. Ou alors elle n'est pas associée, elle n'est associée à aucun système graphique si l'enfant ne connaît qu'une langue qui est à tradition orale, une langue vernaculaire, qui n'a pas de tradition écrite. Ça, c'est pour nous aussi une difficulté, parce qu'il y a aussi cette familiarité, en somme, qui manque à l'élève avec l'orthographe, avec les lettres. Alors, lorsque vous faites un cours de français langue étrangère, je dis bien un véritable cours de français langue étrangère, vous allez avoir une première point de vigilance, c'est tout ce qui a trait à la diction et à l'articulation. Lorsque je me suis longtemps occupé à l'Inspection générale du développement du français en Chine, je me suis rendu souvent en mission là-bas, donc j'ai rencontré des officiels chinois qui étaient francophones, mais lorsque je leur parlais, j'avais une façon de parler qui n'était pas naturelle. Parce que, compte tenu de la barrière linguistique, j'avais une façon de leur parler extrêmement articulée. Je ralentissais mon débit phrastique et j'articulais particulièrement. Je ne leur parlais pas comme je parle à un Français, c'est-à-dire très rapidement. C'est-à-dire j'avais une articulation et une diction un peu, peut-être, je dirais pas seulement ralentie, mais particulièrement articulée pour que mes interlocuteurs me comprennent bien. Et moi-même, je devais tendre l'oreille à ce qu'ils me disaient, parce que du fait de leur accent chinois, je ne percevais pas toujours ce qu'ils me disaient. Donc il y avait ce point de vigilance permanente, c'est-à-dire dans la diction, dans l'articulation, je devais en permanence me surveiller, m'auto-censurer en me disant non, là il ne faut pas parler trop vite, il faut ralentir. Et donc vous devez avoir conscience de cela. Un autre point qui est important, c'est la reformulation. Lorsque vous posez une question à un élève allophone, il y a un risque que la manière dont vous avez posé la question initiale ne soit pas comprise. Donc vous devez avoir, dans votre pratique professorale, cette attention permanente à la reformulation. Ce que vous venez de dire, vous le reformulez d'une autre manière. En vous disant, et là vous pouvez peut-être percevoir dans l'œil, dans les yeux de vos élèves, si cette reformulation, elle est plus pertinente, elle vous semble davantage comprise.
Un autre point qui est important, c'est la calligraphie au tableau. Vous avez des élèves qui ne savent pas lire les lettres liées. Voilà. Vous ne savez pas lire les lettres liées. Donc, parce que certains élèves ont appris à écrire à la méthode anglo-saxonne, si vous voulez, en séparant toutes les lettres. Et non pas en les attachant, voyez, comme on le voyait dans les salles de classe autrefois, la jolie écriture, mais avec toutes les lettres liées. Il y a des élèves qui ne savent pas les lire. Je me souviens d'un professeur français qui avait été affecté en Chine, qui m'avait envoyé un email en disant « Monsieur, j'ai un gros problème, ils ne lisent pas le français. Ils ne me lisent pas, les élèves étaient en terminale, et le professeur me dit « Mais ils sont en terminale, LV1 français, ils ne lisent pas, je suis très inquiète, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors je lui dis, vous écrivez comment? Elle me dit, elle m'avait envoyé une petite capture d'écran. J'ai dit, c'est normal, vos élèves ont appris l'anglais, mais ils ont appris à séparer toutes les lettres. Ils ont appris à écrire comme ça, si vous voulez, à la mode informatique. Donc si vous écrivez en attachant toutes les lettres, il se peut que les élèves, tout simplement, ne décodent pas les lettres, ne les reconnaissent pas. C'est la même chose que quand vous allez en pharmacie. Quand votre médecin écrit comme un cochon, vous n'arrivez même pas à lire l'ordonnance. En revanche, le spécialiste de la discipline, le pharmacien, lui, va décoder l'ordonnance. Votre élève, il se trouve parfois dans votre situation face à une ordonnance mal écrite. Voilà, c'est-à-dire que l'élève ne lit même pas, ne reconnaît même pas les lettres. Donc la séparation des lettres en unités dans votre écriture au tableau peut être un élément qui facilite la reconnaissance des lettres. Donc méfiez-vous quand vous faites l'usage du tableau. Alors, autre point important dont il faut se méfier, c'est le jargon scientifique. Alors, je m'adresse plutôt à nos collègues qui ne sont pas... Ça ne veut pas dire qu'en français on ne jargonne pas, mais à nos collègues scientifiques. Alors, je vous ai donné 2 exemples de phrases que j'avais vues, que j'ai entendues en cours. Quelle est la quantité de matière prélevée journellement par les êtres vivants non chlorophylliens? Voilà. Entendu en classe. En 3e, je crois. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quantité de matière prélevée, jusque-là, je suivais. Journellement, ça, je comprends. Les êtres vivants non chlorophylliens. Je me suis dit, donc, non chlorophylliens, ils ne sont pas verts, sinon ils auraient de la chlorophylle. S'ils ne sont pas verts, qu'est-ce que ça peut être? J'ai dit, des animaux, des mammifères, etc., quoi. Et la phrase était comme ça écrite au tableau. Et à un moment, un élève dit « Mais madame, en gros, ce que vous voulez savoir, c'est ce que les animaux mangent ?» Et la professeure dit « Ben oui, c'est évident. » C'est évident. Voilà, pas évident pour tout le monde. Moi-même, j'avais eu du mal. Donc, voyez, faites attention aussi dans la façon dont vous vous exprimez. Cette phrase-là, vue telle qu'elle, vous imaginez, ce n'est pas forcément une question d'allophonie. Vous pouvez être francophone et ne strictement rien comprendre. Exemple aussi, quel souvenir cet accident ravive-t-il chez le héros? Alors, là vous avez le COD, on est d'accord? Sujet inversé, cet accident, d'accord? Et vous avez là le verbe raviver. Voilà, donc il faut que l'élève comprenne que le sujet il est là, que le premier mot qu'il voit c'est pas le sujet, c'est le COD, et vous avez l'obstacle du verbe raviver. Si votre élève, déjà, il faut qu'il arrive à les remettre dans l'ordre, et si votre élève il ne comprend pas le verbe raviver, votre question elle est morte. Voilà. Donc il faut. Alors quand je dis jargonner, c'est pas seulement jargonner en termes scientifiques de parler des êtres vivants non chlorophylliens, contre lesquels je n'ai rien d'ailleurs. Mais voilà, faites attention que même en français, vous pouvez, si je puis dire, jargonner en utilisant un mot ou une tournure de phrase qui va vous poser des problèmes. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure. Je pensais aussi à l'alphabet cyrillique, enfin quand il n'y a pas les mêmes alphabets. Bien entendu, oui. Là, ça pose, on a des élèves bulgares et pour eux, c'est une langue. C'est un autre alphabet, avec d'autres sons, d'autres voyelles, d'autres consonnes. Bien entendu, si vous avez. Il faut leur apprendre. On va en parler tout à l'heure. C'est promis, j'en parle. C'est promis, j'en parle.
Alors, un élément qui est très important lorsque vous faites cours à des élèves étrangers, lorsque vous avez dans votre classe des élèves allophones, ce qui est très très important, c'est de rappeler, pour faire le lien, rappeler ce que vous avez fait la fois précédente et d'expliquer précisément en quelques mots ce que vous allez faire. Vos élèves, ils ont besoin d'un guide. Voilà, ça peut être un plan qui est projeté au tableau, en espérant que tous vos tableaux numériques fonctionnent bien. Ça peut être quelque chose qui est projeté et qui est extrêmement articulé. Nous en sommes au point numéro 1. Là, maintenant, nous passons dans notre cours au point numéro 2. Là, nous en sommes au point numéro 3. C'est-à-dire que vous devez très clairement, explicitement, et j'ai envie de dire de manière un peu lourde, pardonnez ma trivialité, mais vous devez séquencer votre cours sans qu'il y ait d'implicite. Vous devez dire très clairement, on en est là, on a fait ça, on va faire ça, et vous le dites. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire avec ces élèves, c'est entrer en cours sans préambule, c'est-à-dire sans rappel de ce qui a été fait la fois précédente, même s'il n'y a pas nécessairement un lien entre ce que vous avez fait et ce que vous allez faire, même si vous changez de discipline, même si vous changez d'étape, si vous changez de séquence. Donc, bien rappeler ce que vous avez fait et expliquer précisément, en le reformulant, ce que vous allez faire aujourd'hui. Et au moment du rappel de la séance précédente, c'est le moment de solliciter vos élèves allophones en leur demandant de résumer oralement, avec leurs mots, ce qui a été fait. Ça, c'est un élément important. Et pensez à projeter, si vous le pouvez, un plan de ce que vous faites aujourd'hui, à articuler extrêmement. Vraiment, soyez scolaire dans le bon sens du terme. Vraiment, ça c'est très important. Et le rappel de la séance précédente peut être fait par un élève allophone. Non exclusivement, bien entendu. Alors, comme le disait notre collègue tout à l'heure, quand vous me parliez, madame, vous avez des élèves bulgares, c'est ça? Bon, alors effectivement. Alors, nous avons lorsque des élèves sont confrontés à l'apprentissage de la lecture, avec un autre alphabet, effectivement, qu'ils découvrent, nous avons une difficulté qui s'ajoute. C'est effectivement, comme les aires linguistiques que nous avons décrites tout à l'heure, n'ont pas toutes comme alphabet l'alphabet latin, qui est le nôtre, qui est extrêmement répandu, certes, mais qui n'est pas l'alphabet effectivement unique. Et là, nous avons une difficulté. Donc, nous avons l'apprentissage à la fois de l'alphabet, naturellement, je peux, mais nous avons également l'apprentissage, alors ça concerne plutôt les tout petits, mais malgré tout j'ai préféré vous le laisser, parce que cela peut peut-être vous servir. Ce qui est très important lorsque vous avez l'apprentissage de la lecture, le fait d'associer l'image, le sens et le son. Ce que je veux dire par là, mais ça je vous dis, ça ne concerne pas votre public. On peut enlever, si vous voulez, l'image en ce qui concerne vos élèves. Mais ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas passer par pour l'apprentissage de la lecture par des notions qui sont inconnues des élèves. Parce que vous ne faites que rajouter une difficulté à une situation qui déjà est compliquée. Je vous donne un exemple. Il n'est pas bienvenu à Mayotte de dire le J de jambon. Parce qu'à Mayotte, dans un département où l'islam est majoritaire, les gens ne mangent pas de jambon. Voilà, vous compliquez la situation en somme. Vous ne faites qu'ajouter de la difficulté. Voilà. Et on pourrait ainsi, moi je me souviens avoir vu un cours en Guyane sur
avec des enfants à qui on expliquait que le loup passait par la cheminée. Mais il n'y a pas de cheminée en Guyane, il fait 35. Il n'y a pas de cheminée. Alors ça ne veut pas dire qu'on enferme l'élève dans son aire géographique et qu'on ne lui fait apprendre que des notions. L'apprentissage de la lecture pose un problème lorsque la notion qui est vue est une notion qui est totalement étrangère à l'élève. Ça ne fait que compliquer. C'est la situation qui est la nôtre lorsque vous allez par exemple dans un zoo, je vous donne cet exemple tout simplement, ou dans une serre, et qu'on vous parle d'une plante ou d'un animal que vous ne connaissez pas. On va vous dire comment s'appelle cet animal. On vous donne le nom. Eh bien, moi, je vous parie tout ce que vous voulez, qu'au bout d'une minute, ou deux, ou d'un quart d'heure, vous avez oublié le nom de l'animal. Parce que cet animal, c'est une notion qui vous est étrangère, ou cette plante, elle ne vous est pas familière comme le géranium ou l'hortensia. Et donc, il va falloir recommencer, vous la faire apprendre plusieurs fois, parce que on a associé un son, si vous voulez, un signifiant à un signifié qui ne vous est pas familier. Eh bien, pour l'élève, c'est la même chose. Donc, dans l'apprentissage de la lecture, il faut veiller à ne pas cumuler, si vous voulez, additionner les difficultés, parce que cette association, cette addition, ne fait que rendre la tâche difficile. Alors, un élément qui est très important quand on s'adresse à un public allophone, ce sont les consignes et la formulation des consignes. Alors déjà, on ne demande jamais à un élève, est-ce qu'il a compris? Parce que vous allez avoir un oui, la plupart du temps vous aurez un oui, surtout pas un non, parce que le non est susceptible de susciter une autre question de votre part. Donc, évitez les c'est clair pour tout le monde. Voilà, tout le monde a bien compris. Alors, soit vous n'aurez rien, soit vous allez avoir oui. Voilà. Alors, c'est plutôt, la question qu'il faut plutôt poser, c'est qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que tu as compris si vous voulez tutoyer? Voilà. Et de demander à un élève, est-ce que tu peux me redire avec tes mots, même si ce n'est pas un français parfaitement académique, est-ce que tu peux me redire ce que je viens de dire? Est-ce que, pour me montrer que tu as compris, reformule-moi, redis ce que je viens de dire. Voilà, donc c'est plutôt qu'avez-vous compris en somme. Voilà, plutôt. C'est comme cela que l'on va vérifier la bonne compréhension de ce qui a été dit. Et surtout, et ça je pense notamment à vos consignes dans les exercices, ne jamais poser de questions doubles. Où et quand? Parce que où et quand, il y en a un des deux qui va être oblitéré. L'élève, il va retenir éventuellement où, ou alors il va retenir quand. Mais il y a ne jamais poser de questions doubles. Votre consigne, elle doit être la plus simple. Et quand il y a une consigne, il n'y a qu'une seule demande par phrase. Donc ne pas commencer après avoir fait ceci. Non, c'est vous demandez une chose, un point d'interrogation ou un impératif, et vous posez ensuite une deuxième question. Pas de questions doubles et pas de tâches complexes à l'intérieur d'une seule question. Soyez le plus simple possible dans votre formulation. Alors, un élément qui est très important lorsque vous posez des questions à un élève, c'est de solliciter de manière obsessionnelle, si je puis dire, de sa part, une réponse par une phrase complète. C'est important pour les élèves francophones, c'est déterminant pour les élèves allophones. Il est important de faire formuler à un élève, même si elle est toute simple, une phrase complète et pas de réponse par un seul mot. Parce que répondre par un seul mot, ça peut faire de vous quelqu'un qui connaît ça peut faire de la personne une personne qui connaît des mots isolés, mais les mots, la connaissance de mots isolés ne fait pas de vous, ne fait pas de l'élève le locuteur d'une langue. Il est important de parler, de faire des phrases. Et donc, ayez toujours cela à l'esprit, de demander de manière, je vous dis, compulsive à vos élèves
réponse par une phrase complète. Et à plus forte raison, si votre élève est allophone. Alors, un autre élément qui est important, c'est la pratique de l'interlangue. Il y a différentes façons, différents publics que l'on accueille. Imaginons, il y a différents publics, ce n'est pas celui que vous avez. Vous avez un public de ce que j'appellerais de jeunes lettrés. Ce sont des élèves européens qui sont en Erasmus, par exemple, qu'on regroupe alors des Finlandais, des Suédois, des Espagnols, des Portugais, etc. Ce sont des jeunes gens qui ont l'habitude d'écrire, qui ont l'habitude d'étudier, que l'on met ensemble pour leur apprendre le français. Voilà. Dans ces cas-là, on peut pratiquer ce qu'on appelle un enseignement immersif, c'est-à-dire qu'on laisse de côté la langue native de l'élève pour une phase d'immersion dans le français. L'immersion dans le français, une immersion brute, si je puis dire, une immersion sauvage, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas ce passé scolaire, ce passé académique qui lui permet de passer d'une langue à l'autre. Et donc ce passage d'une langue à l'autre, c'est de votre ressort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque un élève étranger est dans un système scolaire qui n'est pas celui de son pays d'origine, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un élément qui n'est pas sécurisant. Et un élève a besoin, mais même nous, quand on est à l'étranger, quand on tombe sur des Français ou des francophones, on est tout content parce qu'on a un point de ralliement, un point d'accroche. Si vous partez à l'étranger, dans un pays qui est peu francophone et que vous tombez sur quelqu'un qui parle français, ben vous êtes tout content. Ça vous fait plaisir en disant « Tiens, j'ai une bouée de sauvetage parce que j'ai trouvé quelqu'un. » Même si vous n'avez pas spécialement besoin de lui demander quoi que ce soit, même si vous n'êtes pas en difficulté, vous êtes content d'avoir un point justement d'identification, un point commun. Alors, ce que vous devez faire avec vos élèves, vous devez valoriser le patrimoine linguistique de l'élève. Il ne s'agit pas de le faire à tout bout de champ. Il ne s'agit pas de le faire systématiquement, il faut le faire d'une manière raisonnable et raisonnée, mais qui passe de deux manières. Ça peut être tout simplement de se saluer, de demander à l'élève de vous saluer dans sa langue en lui demandant, mais ça c'est très important parce que l'essentiel c'est pas de se saluer dans la langue de l'élève, c'est de lui faire prendre conscience. Vous vous rappelez quand on parlait tout à l'heure de la conscientisation de la langue première. Est-ce que tu pourrais me dire en bulgare, bonjour, comment allez-vous ? Et lui demander surtout, est-ce que tu peux me traduire littéralement, donc l'élève le formule en bulgare ou en guinéen ou je ne sais en quelle langue, me dire, est-ce que tu pourrais me le traduire littéralement, c'est-à-dire vraiment mot à mot, comment s'exprime cette phrase. L'élève, il se sent valorisé parce que vous vous intéressez à lui, vous vous intéressez à sa langue, et vous commencez à mettre en œuvre chez lui la pratique de l'interlangue, c'est-à-dire que l'élève passe du français à sa langue, de sa langue au français, et il faut essayer justement de mettre en œuvre cette démarche, parce que c'est cette pratique de l'interlangue qui permet ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la construction de la deuxième strate linguistique. Et ça, c'est une démarche que vous devez vous-même mettre en œuvre. Lorsque vous présentez la négation, ne pas, par exemple, il n'est pas venu, que vous faites un point, ou vous demandez à un élève, et toi dans ta langue, donne-moi une phrase très simple, je ne veux pas venir, je ne peux pas venir. Comment cela se dit dans ta langue ? Explique-nous à tout le monde comment tu le dis, et essaye de nous le dire le plus précisément possible. Et c'est cela que vous faites de temps en temps, sporadiquement, vous faites de l'interlangue. Non pas pour le plaisir d'en faire, mais pour essayer d'habituer l'élève à cette démarche. En plus du fait que cela peut créer une connivence entre vous, parce que l'élève se dit, tiens, bon, le professeur s'intéresse un petit peu à d'où je viens et à la langue que je parle. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure concernant les activités langagières,
a comme corollaire la construction de votre cours. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est les deux étant liés, ce que vous ne pouvez pas faire avec ces élèves-là, mais je crois que nos élèves en général ne le peuvent pas non plus, c'est une seule tâche dans un cours. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Moi, je l'ai vu faire, hein. Enfin, j'ai vu les échecs, un texte, 10 questions, et hop, je vous laisse un petit peu en activité. Ben non, ça ne marche pas. Avec ces élèves-là, ça ne marche pas. Donc, un élève allophone n'est pas armé pour exécuter une seule tâche lors d'une séance d'1 heure. C'est impossible. Donc, vous devez prévoir plusieurs activités. Le minimum étant 2. Moi, je pense qu'il vaut mieux plutôt en prévoir 3 pour être certain de ne pas les perdre en cours de route. Voilà. C'est très très important de prévoir plusieurs activités. Alors, vous allez avoir des élèves, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont issus qui ont en eux un patrimoine linguistique oral. Et le passage à l'écrit, c'est quelque chose qui va les terroriser, outre les problèmes d'alphabet, etc. Alors, certaines choses là ne nous concernent pas directement, mais bon, je les ai malgré tout laissées. Ce qui est très important pour ces élèves, c'est d'entrer d'une part par l'oral. Et la lecture de l'image, c'est une activité qui en général fonctionne très bien. La lecture de l'image, j'ai vu aussi, je me souviens à Mayotte, des élèves qui peinaient beaucoup à s'exprimer en français, sauf quand on leur demandait de faire une petite scénette, petite activité théâtrale. C'était les mêmes élèves, mais moi je ne les reconnaissais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que j'appelle la théâtralisation des apprentissages, ils avaient comme débloqué. C'était vraiment bizarre parce que les réponses étaient extrêmement poussives, c'était très... je me disais, bon, alors là j'ai dit, ça va être difficile. Et puis ensuite on demande à ces mêmes élèves de jouer c'était des petites fables de La Fontaine, donc on leur demandait de jouer une fable, et là, ce n'étaient pas du tout les mêmes élèves. Ça m'a extrêmement frappé, c'est pour ça que j'ai voulu quand même garder cela. Le chant choral aussi, les élèves aiment bien chanter, mais ça peut-être que ça ne nous concerne pas directement, mais malgré tout je voulais laisser. En tout cas, pardon. Ils aiment bien ça. Oui, ils aiment bien, oui. En ce qui concerne la tradition orale d'une langue, quand une langue est seulement à tradition orale, les activités orales en français sont des activités qui passent mieux. Alors, une difficulté dans l'accueil des élèves allophones, lorsque vous les avez en classe ordinaire, c'est où je les mets lorsque vous faites un travail en îlot. C'est-à-dire comment je m'organise, comment je découpe la classe, comment je les répartis. Alors ça, l'élément le plus important, c'est la mixité. C'est-à-dire de ne pas mettre tous les allophones ensemble. Ce qui peut être intéressant, c'est au sein d'un îlot, si vous voulez, d'une part c'est la mixité, et de veiller, si vous voulez, par groupe de niveau, de veiller par... Alors même si, éventuellement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre les allophones ensemble, mais si vous en mettez 2 ensemble, veillez à ce qu'un puisse servir de pair, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y en ait un qui puisse aider son camarade, mais veillez toujours à cette mixité, à ne pas mettre tous les bons ensemble, naturellement, ceux qui sont par groupe de niveau. Voilà. C'est plutôt la mixité qui permet de les conduire, du moins on l'espère, petit à petit à l'autonomie. C'est-à-dire d'abord, vous avez un travail par étayage, si vous voulez, qui conduit ensuite, qui permet ensuite d'instaurer un travail solitaire pour arriver petit à petit à acquérir de l'autonomie. Voilà, donc le travail, lorsque vous faites différentes formes, quand ils ne sont pas rangés en autobus, si je puis dire, dans l'organisation habituelle de nos classes,
quand vous les faites travailler en petits groupes, posez-vous toujours la question. Ce n'est pas une affinité seulement amicale. Voilà, c'est-à-dire, il faut vraiment, parce que souvent, eux, ils vont se mettre ensemble par groupe de petits copains, de petites copines, etc. Ils vont se regrouper. Mais vous veillez à la pertinence de l'organisation et au sein des élèves et de leur niveau et de leur connaissance linguistique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne fais que revenir un petit peu sur cela. L'oralisation des contenus est très importante. Voilà, vous pouvez avoir un élève qui est totalement terrorisé devant sa feuille blanche en disant « je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas ». Ce que vous pouvez faire, ce que je vous recommande de faire pour l'avoir vu ou pour l'avoir fait moi-même, c'est souvent de passer par une première phase qui est une phase orale, en disant « qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu essayes de dire ? Voilà, dis-le avec tes mots ». De commencer par une oralisation des contenus qui permet de créer une étape intermédiaire ou une première étape avant le passage à l'écrit, avant la phase à l'écrit. Ça permet de dédramatiser, si vous voulez, plus tout ce qu'il peut y avoir d'un élève qui s'auto-censure, qui est complexé, qui dit « je n'y arriverai pas, je vais dire des bêtises, etc. » Donc tout simplement, bon, qu'est-ce que tu veux me dire ? Dis-le-moi à l'oral. Voilà. Explique-moi ce que tu veux écrire. Commence déjà par le formuler à l'oral, à m'expliquer ce que tu veux dire. Alors, quelque chose aussi dont il faut que vous ayez conscience, c'est des questions d'acoustique. Lorsque vous vous mettez, lorsque vous devez avoir avoir à l'esprit toujours de vous dire, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Vous savez que l'acoustique de nos salles n'est souvent pas très très bonne. Et il faut que vous veillez, lorsqu'un élève, ça vous en faites l'expérience, lorsqu'un élève parle de dos, c'est-à-dire lorsqu'il parle en direction du tableau, vous savez que la plupart des élèves qui sont derrière n'entendent rien. Voilà, parce que le son va vers l'avant et il ne fait pas demi-tour pour tourner. Donc dans la manière aussi dont vous concevez votre classe, dont vous organisez les élèves, faites attention à l'endroit où vous mettez vos élèves allophones. S'ils sont tous au fond, vous êtes persuadé qu'ils ne vont pas entendre grand-chose. Voilà. Et donc veillez en permanence, et même lors de la prise de parole, à vérifier, à faire répéter et reformuler pour que les élèves entendent. Parce qu'un élève allophone qui n'entend rien, c'est un élève qui va décrocher. Ça, c'est une certitude. Alors, un autre point important dans l'apprentissage et dont on a besoin, encore une fois, ce sont des méthodes de langue vivante, mais pas seulement. C'est un apprentissage spiralaire, c'est-à-dire on ne voit pas une notion une seule fois, on l'a vue, elle est sue, elle est apprise, et on n'en parlera plus. Voilà. Et on fait boule de neige, on passe à la suivante. Ayez toujours à l'esprit le fait qu'une notion nouvelle, quelle qu'elle soit, d'abord elle s'observe et elle se comprend, et dans un second temps, qui peut être 2 ou 3 semaines plus tard, elle se mémorise et elle se réinvestit. En somme, dans votre cours, c'est comme s'il y avait une majeure et une mineure. Vous avez une majeure, un élément qui est important, qui est l'élément central de votre cours. Vous avez un élément qui est une mineure, un élément que vous allez observer, faire observer à vos élèves, et cet élément mineur va devenir une majeure un peu plus tard. Donc faites attention au moment de construire vos cours, justement qu'il puisse y avoir des éléments qui sont vus à un moment, mais qui vont être revus d'une manière plus approfondie plus tard. En somme, il doit y avoir un élément dominant, si vous voulez, une sorte de dominante dans votre cours, qui est complété par quelque chose qui est simplement observé et compris, et qui va être approfondi un peu plus tard. Alors, un autre point important,
c'est en cours de français langue étrangère, mais pas seulement. C'est la gestion de l'erreur. Comment je gère l'erreur? Voilà. Alors, la gestion de l'erreur, c'est important parce que il ne faut pas interroger un élève en lui disant « Donne-moi la réponse. » Non, c'est faux. Merci. Suivant. Voilà. Deuxième élève pose une « Non, merci, c'est encore faux. » Suivant. Voilà. Alors, quand on est justement en phase d'apprentissage du français, la gestion de l'erreur, elle est très importante. La gestion de la correction. Et je vous donne quelques exemples un élève peut se corriger lui-même, donc on lui dit c'est faux, donc reformulation par l'élève, correction par les autres élèves, ou bien dialogue avec l'élève. Voilà, c'est un élément très important que vous ayez cette façon de gérer la correction. Voilà, c'est un élément qui peut permettre de créer une dynamique et de relancer l'élève. Voilà, faites attention à la gestion de l'erreur. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Alors, un autre élément qui est important dans l'hétérogénéité de votre classe, et à plus forte raison quand vous avez des élèves allophones, un autre élément qui est important, c'est je ne confie pas à tout le monde la même tâche au même moment. Ce n'est un exercice, il n'est pas à prendre ou à laisser. C'est-à-dire, c'est pas tout ou rien. Donc, vous devez avoir toujours à l'esprit qu'un exercice, une tâche à faire, elle va se scinder en plusieurs étapes et la quantité en somme qui est demandée à l'élève, elle dépend du niveau de l'élève et en l'occurrence du niveau linguistique de votre élève. Parce que naturellement, confier la même tâche à tout le monde, c'est le risque qu'il y ait un décrochage de la part de ceux qui sont les plus faibles. Donc pensez à séquencer en disant voilà, certains vont tout faire, d'autres n'en feront que la moitié, d'autres en feront un tiers, et ainsi de suite. Alors, parmi des exemples de bibliographie, j'ai déjà mis le PowerPoint sur le bureau de Monsieur Jacquin, je pourrais vous le donner aussi. Il y a un élément, il y a quelques exemples. Un DVD que j'aime beaucoup, que vous pouvez trouver sur YouTube, parce que je crois qu'il a été téléchargé sur YouTube. Un DVD que j'aime beaucoup sur l'apprentissage du français de Nathalie Auger, spécialiste du français langue étrangère, que je vous recommande d'aller voir, et qui s'appelle « Comparons nos langues ». Juste une petite chose, encore quelques considérations, quelques éléments de conclusion. Ce qui ressort, je crois, de ce que je viens de dire, si je me fais Rousseau juge de Jean-Jacques, si je puis dire, ce que je vous ai dit d'une certaine façon, c'est que ce n'est pas facile de faire cours à des élèves allophones. Je vous le dis très sincèrement, pour l'avoir fait moi-même, c'est extrêmement fatigant d'accueillir dans sa classe des élèves qui ne parlent pas le français. Parce que ça vous oblige à changer vos comportements, à changer vos habitudes. Ça vous oblige à être très scolaire, si je puis dire, à modifier votre façon de parler, à vous interroger en permanence sur est-ce que les élèves me comprennent, est-ce que je me fais comprendre, quelle est la nature des supports que je leur donne, des supports écrits, est-ce que les documents sont suffisamment bien étayés, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est à leur portée, qu'est-ce que je leur donne à faire, qu'est-ce que je ne leur donne pas à faire par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas un constat de... comment dit-on voilà, ce que je veux vous dire, j'en ai tout à fait conscience, c'est que c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant dans la mesure où ça va vous demander de votre part un effort, une vigilance que vous n'aviez peut-être pas mise en œuvre, que vous ne mettriez peut-être pas en œuvre si vos élèves étaient tous francophones. Voilà. Voilà. Alors, comme il est bientôt 11h, je voulais qu'on arrête là la partie magistrale pour qu'on puisse maintenant parler entre nous, parler avec nos collègues inspecteurs, avec nos collègues formatrices,
qui ont également des choses à vous dire. Je ne veux pas monopoliser la parole. Et puis, j'aurais besoin de savoir aussi, de m'entretenir avec vous, de vos pratiques au quotidien, des difficultés qui sont les vôtres, de ce que je vous ai dit, de ce que je ne vous ai peut-être pas dit et qui vous manque. Et voilà.